d'abord prendre conscience que c'est une nécessité. Nous n'avons pas le choix. Nous devons, en tant que Français, nous sommes maintenant dans une société, ce qui n'a pas toujours été le cas, c'est ça aussi, et c'est peut-être l'une des raisons également de ces tensions, mais nous sommes dans une société qui est devenue une société diverse, multiconfessionnelle, et qu'il est urgent et important de pouvoir contribuer à tisser des liens entre les différentes composantes de notre société. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast. Aujourd'hui, c'est un autre voyage que nous vous proposons, à la découverte de la France, non pas celle des cartes postales, mais celle des contrastes et des défis. Du tumulte des grandes villes au silence de la ruralité, des littoraux lumineux aux montagnes escarpées, la France est un pays de diversité. Cette richesse géographique et culturelle est aussi un miroir de sa complexité sociale. Derrière l'image d'un pays stable et développé se cachent des lignes de fracture. Tensions identitaires, crispations autour du vivre ensemble, inégalités territoriales, autant de défis qui interrogent l'unité républicaine et mettent les institutions à l'épreuve. Les débats sur la laïcité, l'immigration ou encore la représentation politique révèlent des blessures plus profondes. Sentiments d'abandon, perte de confiance, montée des colères. Mais dans ce paysage parfois troublé, de nombreuses initiatives citoyennes émergent, portées par celles et ceux qui croient encore au dialogue, à la solidarité et à une société plus inclusive. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir Jamel Rouichi. Bonjour Jamel. Bonjour. Donc tu es français, enseignant d'arabe et conférencier, avant tout un passionné d'histoire, de philosophie, de religion comparée. Ton parcours t'a conduit à explorer et transmettre les richesses de ces disciplines, avec l'ambition de faire tomber les barrières entre les cultures. Tu es convaincu que l'éducation et la connaissance sont des leviers puissants pour rapprocher les individus, et tu es attaché à construire des ponts entre tradition et civilisation. Ton approche s'inspire d'un désir sincère de favoriser un dialogue ouvert et respectueux, en mettant en lumière les valeurs communes au-delà des différences. À travers tes enseignements et tes interventions, tu cherches à éveiller les consciences et à encourager une compréhension mutuelle. Tu offres ainsi une lecture approfondie des cultures, des croyances et des courants de pensée, dans l'objectif de contribuer à un monde où la diversité est perçue comme une richesse à cultiver et non comme une menace à craindre. Alors je vais simplement compléter cette présentation par une citation de l'émir Abdelkader, personnage encore trop méconnu du grand public en France, qui évoquait « Si les musulmans et les chrétiens avaient voulu me prêter leur attention, j'aurais fait cesser leur querelle. Ils seraient devenus extérieurement et intérieurement des frères. » Nous aurons peut-être l'occasion de revenir lors de notre échange sur cette figure historique et spirituelle partagée entre la France et l'Algérie. Donc pour rappel, ce podcast a pour but de mettre en lumière la paix présente à l'intérieur de chacune et chacun d'entre nous, en donnant la parole à celles et ceux qui œuvrent pour la paix et le dialogue citoyen dans le monde. Jamel, bienvenue. Comment tu vas ce matin ? Comment tu te sens ? Eh bien écoute, très bien. Super. Alors j'ai envie de commencer ce voyage, cette rencontre, en te demandant, à ton avis, quel est le moment où ton intérêt pour le dialogue citoyen, pour le travail de paix, à quel moment il a commencé ? Alors je pense qu'il a commencé très tôt, étant d'origine algérienne, étant né dans la ville d'Annecy. Donc cette ville, dans les années 70, était une ville où finalement les musulmans, et pour un grand nombre d'entre eux, c'était essentiellement de la communauté algérienne, étaient peu nombreux dans la ville. Donc quand on est élève, quand on est enfant dans un collège d'Annecy et puis par la suite dans un lycée, on se rend compte qu'on est une minorité. Par exemple, au lycée, nous n'étions que 10 élèves d'origine maghrébine au sein d'un établissement qui comprenait 1200 élèves. Donc la question de l'altérité, de la diversité, de l'appartenance aussi s'est posée très tôt.
Donc pourquoi moi je suis musulman et d'autres ont une autre tradition. Voilà, ça a commencé dès l'enfance, par des interrogations. Donc au début c'était des interrogations, est-ce que au travers de lectures ou de films, ça t'a permis d'explorer un peu cette question de l'altérité ou de la différence, ou c'est venu plus tard ? Alors, on va dire dans la phase adolescente, on a besoin d'appartenir à un groupe. Et comme je le disais, je faisais partie d'une extrême minorité dans mon établissement scolaire, au lycée. Donc on va dire plutôt que l'adolescence, j'ai cherché à effacer, à gommer tout ce qui était de l'ordre de l'altérité, à chercher à me fondre et à m'assimiler dans le groupe dominant à l'époque. Je me suis affublé même d'un surnom qui n'était pas arabe, donc avec cette volonté vraiment de renier et de gommer tout ce qui concerne mon identité, mon altérité. Et c'est à l'université, puisque j'ai eu la chance de pouvoir faire des études d'arabe, que la culture arabe s'est présentée devant moi. Donc il y a eu un véritable travail de découverte, puisque je suis issu d'une famille sociologiquement musulmane, avec une pratique religieuse, mais sans en comprendre véritablement la finalité. Donc c'est adulte, à l'âge de 19 ans, que j'ai commencé à m'intéresser à l'islam, donc à ma tradition, dont je m'étais éloigné pendant un certain nombre d'années, mais également des autres traditions. Et notamment, je me souviendrai toujours d'un jour où j'étais avec un ami d'origine lui-même très divers, libanaise, italienne, égyptienne, m'a mis entre les mains La crise du monde moderne de René Guénon. Et ça a été le début d'un cheminement spirituel, enrichi de découvertes multiples. Et qu'as-tu appris et découvert dans ce livre, alors, si tu peux nous en dire quelques mots ? Eh bien, en fait, cet ouvrage a été vraiment un ouvrage qui m'a bouleversé. On le dit, on ne sort pas indemne de la lecture de La crise du monde moderne de René Guénon. Notamment, l'une des idées principales, c'est que ce que je pensais être comme quelque chose de l'ordre de l'arriération, qui est celle de croire en Dieu, le fait d'avoir une vie spirituelle, d'être dans une tradition, dans une société très largement sécularisée. Eh bien, en lisant Guénon, je me suis rendu compte qu'on pouvait, que la tradition n'était pas seulement, c'était pas quelque chose qui était de l'ordre du passé, mais ça pouvait aussi permettre à l'être humain, aujourd'hui au XXe siècle et au XXIe siècle, de pouvoir, à la fois d'en être fier, qu'elle est porteur de valeurs, et que ça a permis, pour moi, d'enclencher un début de processus d'approfondissement de ma propre tradition. J'ai l'impression d'entendre dans tes mots, non pas vis-à-vis de ton propre chemin, mais vis-à-vis de la perception de la société, en tout cas en France, vraiment un antagonisme entre religion et laïcité, le principe même de république. Et aujourd'hui, quel est ton regard là-dessus sur les liens, la relation entre ces deux thèmes ? Alors, à l'époque, encore une fois, comme je l'ai dit, nous sommes dans une société qui s'est très largement sécularisée. Les chiffres, même les statistiques l'indiquent, plus de 51% de la population française se dit n'appartenir à aucune religion. On le constate également par le faible nombre de baptêmes, alors que nous sommes dans un pays traditionnellement catholique. Donc une société largement sécularisée, qui a pourtant un cadre juridique qui est celui de la laïcité, et normalement qu'il permettrait, si on s'en tient au texte, il y a la loi de 1905, de permettre justement à chacun, quelles que soient ses convictions ou ses croyances, de pouvoir s'épanouir dans cette société. Or, malheureusement, bien souvent, ce concept de laïcité est dévoyé.
il est utilisé par un certain nombre de courants politiques ou philosophiques à des fins de combattre la religion. Donc aux antipodes même de ce cadre juridique et de ce concept de laïcité. Et cette situation, ce barrage, finalement, j'imagine qu'il a nourri ton engagement. Est-ce que, à un moment donné sur ton chemin, une ligne rouge a été franchie dans la société qui t'a amené à t'engager et de manière générale, quelle est la place de ton engagement sur ces questions-là, sur la laïcité, sur le fait de promouvoir une laïcité plus saine et qui favorise un vivre ensemble plus pacifique? Alors, il faut savoir que je suis né français. Ça, c'est aussi un élément qui est très important dans l'évolution de la pratique religieuse chez les musulmans de France, puisque la génération qui m'a précédé, pour la plupart d'entre eux, n'étaient pas français, étaient algériens, marocains, c'est ce qu'on appelle la génération beurre. Alors que moi, je suis né en 1970, et nous étions français avec le droit du sol de naissance. Et donc, dans ma vie de jeune adulte, j'ai toujours, et c'était le cas de toute ma génération, qu'on appelle d'ailleurs, un sociologue a appelé la génération musulmane, pas par opposition, mais par différence avec la génération beurre, qui pour la plupart d'entre eux avaient la nationalité du pays d'origine. La génération musulmane auquel je fais partie, c'est cette génération de Français musulmans qui ont cherché à prendre une place à part entière dans la société française, en s'éloignant de leur origine, de leur nationalité d'origine. Donc il y avait une véritable volonté de s'inscrire dans l'histoire de France, de s'inscrire dans la société française en tant que musulmans. Voilà, français et musulmans. C'est ce qui nous apporte notre singularité par rapport aux autres Français qui pouvaient être juifs, chrétiens, bouddhistes ou athées ou agnostiques. Voilà, ça part de cela. Effectivement, déjà dès les années 90, et puis ça n'a fait que s'accentuer avec le temps, avec sans doute, il y a eu la révolution iranienne en 79, et la guerre contre l'Irak, enfin un certain nombre d'éléments historiques ont mis l'islam au cœur des préoccupations françaises, et toujours présenté comme étant un problème. Voilà. À chaque fois que l'islam est évoqué par nos hommes politiques ou par les médias, c'est toujours évoqué comme étant un problème. Je me souviens d'ailleurs d'une émission qui était excellente, qui s'appelle Arrêt sur image, présentée par Daniel Schneiderman. Elle existe toujours, mais maintenant sous forme de plateforme YouTube. À l'époque, c'était diffusé à la télévision. Et une de ces chroniqueuses avait listé l'ensemble des reportages des reportages concernant les musulmans en France, donc sur à peu près une dizaine d'années. Et le résultat est que 99% des mentions de l'islam à cette époque dans la télévision française étaient des mentions à charge, négatives. Et le seul pourcent restant était une mention neutre. Donc voilà, face je crois que finalement et malheureusement la situation n'a pas beaucoup évolué. Là, je parle de la fin des années 90, début des années 2000, nous sommes en 2025, et depuis un certain temps, la situation s'est même aggravée. Oui. Et c'est ce moment qui a été un déclic alors Oui, c'est dans ce contexte-là, ayant terminé mes études d'arabe, ayant aussi la chance de voyager dans un certain nombre de pays, ayant trouvé aussi une paix intérieure vis-à-vis aussi de ma tradition,
que j'ai eu besoin de contribuer en tant que citoyen français à faire dialoguer les cultures, faire dialoguer les religions sur notre territoire et permettre finalement à chacun de pouvoir vivre dans de bonnes relations avec ses concitoyens. Est-ce que tu peux nous partager des exemples d'engagement, des activités, des projets que tu as pu mener ou auxquels tu as pu contribuer en ce sens ? Alors, l'un des premiers projets que j'ai mené, c'était lorsque j'habitais Cholet, il y a à peu près une vingtaine d'années. En tant qu'enseignant, j'avais déjà créé une association, j'étais le président d'une association qui s'appelait Interfluence, dont l'objet c'était justement de permettre de montrer toute la richesse des échanges qu'il y a pu y avoir entre le monde arabo-musulman et notre civilisation européenne. Et ce, dès le Moyen-Âge, il y a très longtemps, tout au long de l'histoire. Et ça passait par le biais de la présentation de conférences, d'expositions. On a fait d'ailleurs une très très belle exposition sur l'apport de la civilisation arabo-musulmane à la culture européenne. Des concerts, enfin, toutes sortes de choses. Et depuis maintenant une quinzaine d'années, j'habite sur Angers. Et aussitôt arrivé à Angers, je me suis investi dans une association qui s'appelle le CERDI, qui a une vingtaine d'années, puisqu'elle est née en 2001, cette association, qui est l'acronyme du Centre de rencontres et de dialogue interreligieux, et qui a pour objectif justement de permettre à nos concitoyens de traditions et de confessions diverses de pouvoir échanger, et notamment à travers une rencontre mensuelle, la rencontre du CERDI, qui a lieu une fois par mois, où nous sommes à peu près une vingtaine de personnes, des chrétiens, des musulmans, quelques bouddhistes, un bahaï. Nous nous réunissons et nous échangeons autour d'une thématique commune. Voilà. Des exemples ? Alors, cette année, nous avons... Alors, les thématiques sont choisies par nos adhérents. On demande effectivement à nos adhérents quelles sont les thématiques qu'ils souhaitent traiter. Cette année, nous avons parlé de l'altérité, une des thématiques. Altérité à la fois ethnico-raciale, voilà la question du racisme dans notre société, mais également masculin-féminin. Donc, c'est quelle relation, quel regard on a dans notre propre tradition sur ces thématiques-là. La thématique également de la laïcité a été traitée dans notre association. Également la justice. Voilà, je crois que ce sont ces thématiques qui ont été abordées cette année. J'aimerais beaucoup t'écouter sur un point qui est vraiment marquant pour moi dans le dialogue interreligieux et au sens plus large interconvictionnel, que ce soit en France mais aussi dans d'autres pays. Dans sa forme institutionnalisée, on va souvent trouver des relais communautaires, des leaders religieux, comme on dit, qui sont invités à des conférences pour témoigner de l'apport de la paix, de l'apport de la religion dans le dialogue, devant une assemblée de citoyens. Mais j'ai le sentiment que l'approche du CERDI ou l'approche de Rally est différente. Oui, effectivement, ce type d'approche, c'est finalement un discours de principe sur la tolérance ou le respect entre les religions, mais il ne favorise pas les véritables échanges entre les différents citoyens ou habitants de ce pays. Et donc effectivement au CERDI, comme également à Rally, qui est une autre association dans laquelle je participe, au CERDI, on fait en sorte que la majorité de ceux qui sont présents au CERDI ne sont pas des représentants de religion. Nous n'avons pas de prêtres, nous n'avons pas d'imams qui interviennent au CERDI. Nous sommes tout simplement des citoyens de confession musulmane, chrétienne, catholique, protestante et autres. Et l'idée, c'est que ce qui est le plus intéressant, c'est vraiment l'échange direct, sans intermédiaire, sans médiation,
par des représentants officiels des différentes religions. Ce qui permet à la fois de susciter finalement des interrogations, d'apprendre plus en profondeur sur l'autre et de favoriser également la fraternité et l'amitié. En fait, pour moi, le CERDI, les rencontres du CERDI, c'est une plateforme d'échange, de rencontres. Alors, comme elle n'a lieu qu'une fois par mois, elle n'est pas suffisante pour enclencher un véritable processus de dialogue sincère, profond. Mais elle permet d'initier ces dialogues. Nombre de mes amis maintenant sont des gens que j'ai rencontrés dans le cadre du CERDI et que j'ai continué à voir en dehors du CERDI. J'ai plein d'exemples d'amis avec qui j'ai échangé des centaines d'heures en dehors du CERDI. Oui, ça permet de nouer des relations interpersonnelles, de favoriser vraiment un vrai dialogue, quoi, pas de consommation passive d'événements, mais qui est vraiment un dialogue sincère entre individus, quoi. Voilà, et puis avec la liberté également de pouvoir poser des questions. Voilà, le pouvoir échanger, réfléchir, revenir la fois suivante en ayant un certain nombre de questions et de véritablement entamer un véritable dialogue, une véritable rencontre, et qui passe par l'amitié, qui passe par l'amitié et la fraternité. Pour quelqu'un qui s'intéresse à ces sujets-là et qui se demande s'il ou elle souhaite lancer des projets associatifs en ce sens, quels sont pour toi, avec le recul et l'expérience désormais, les éventuels leviers et les éventuels freins pour lancer ce type de projet, de dialogue, avec un élan qui n'est pas anodin, parce qu'on vit dans une société extrêmement polarisée, tendue, particulièrement sensible sur ces sujets-là qui sont vraiment épineux. Qu'est-ce que tu pourrais nous partager comme conseil Alors tout d'abord, je pense que ce dialogue est essentiel, fondamental dans notre société française du XXIe siècle. Voilà. On ne peut pas faire l'économie de cette question, comme tu l'as dit, dans une société qui est de plus en plus clivée, de plus en plus est l'objet de tensions. Tensions alimentées malheureusement par nos hommes politiques, par nos journalistes, par les médias, et qui créent des tensions importantes au sein de la population, des préjugés qui se concrétisent malheureusement également par des actes antisémites, des actes islamophobes, des actes christianophobes dans notre société. Donc d'abord prendre conscience que c'est une nécessité. Nous n'avons pas le choix. Nous devons, en tant que Français, nous sommes maintenant dans une société, ce qui n'a pas toujours été le cas, c'est ça aussi, et c'est peut-être l'une des raisons également de ces tensions, mais nous sommes dans une société qui est devenue une société diverse, multiconfessionnelle, et qu'il est urgent et important de pouvoir contribuer à tisser des liens entre les différentes composantes de notre société. Voilà. Comme conseil, forcément, un dialogue, il faut être deux pour dialoguer. Donc il faut aller à la rencontre de gens différents de nous. Et donc de peut-être commencer par échanger avec, si on est musulman, avec un chrétien, avec un ami, avec un athée, avec un agnostique, avec un bouddhiste, et puis de cette amitié peut naître un projet, de celui de permettre à d'autres d'expérimenter cette rencontre interconvictionnelle. On vit dans une société aujourd'hui où on rencontre déjà tous les jours des personnes de différentes convictions, et pour autant il y a un dialogue, mais il n'est pas forcément, je dirais, pacifique, paisible ou sain. Quels sont les ingrédients que tu pourrais nommer pour permettre que ce dialogue soit plus sain? Parce que finalement, tous les jours, on rencontre des personnes de différentes convictions, et pour autant, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir certains accros. Donc, quels sont pour toi les ingrédients qui permettraient que ce soit au travail, dans une activité, une association sportive, même en dehors d'un cadre vraiment, on va dire, nommé comme espace interreligieux, mais dans la vie de tous les jours,
quelqu'un qui se dit, bah voilà, moi, mon voisin est chrétien ou musulman, juif ou bouddhiste, comment je pourrais mieux dialoguer, mieux entretenir des relations saines avec lui ou elle? Alors, il y a plusieurs cas de figure. D'abord, comme nous l'avons dit, nous sommes dans une société sécularisée. Et il n'est pas évident, dans sa vie professionnelle, je dirais, de pouvoir évoquer la question de ses convictions profondes. Voilà. Une espèce de devoir de neutralité dans lequel nous vivons en permanence font que la question de nos convictions souvent est tue dans nos relations au quotidien. Donc c'est pour ça qu'il est important d'avoir des moments où l'on puisse être soi-même avec toutes les dimensions que comprend notre être, et donc la dimension spirituelle. D'où l'importance, à mon sens, des associations qui permettent ces dialogues interconvictionnels. Cela dit, il y a de multiples occasions où on peut échanger de façon informelle. Tu parlais tout à l'heure de voisins. Je pense que c'est la meilleure rencontre, celle de la rencontre de voisins musulmans, chrétiens ou autres, qui deviennent amis, qui échangent. C'est déjà si ce type de rencontre pouvait être multiplié partout en France, je pense que nous ne serions pas dans cet état de tension et de crispation dans lequel on vit. Alors pour favoriser cela, souvent effectivement on a besoin de créer des associations. Mais l'idéal c'est qu'il n'y ait pas d'association et que les gens soient en mesure de pouvoir s'ouvrir à la rencontre du voisin, du collègue de travail quand c'est possible, et ne pas avoir à passer par le truchement d'une association. Mais quand c'est pas possible, eh bien effectivement c'est l'objet même de l'association, que ce soit du CERDI, également de Rallye, qui est celle de favoriser ce beau verset coranique qui dit que Dieu nous a créés mâles et femelles, nations et tribus, afin qu'on apprenne à se connaître. Voilà. Donc l'entreconnaissance, le fait de rencontrer l'autre et d'apprendre à le connaître, et de voir en l'autre un frère, un humain, eh bien il faut pouvoir le favoriser quand les conditions ne le permettent pas, par le biais d'une association ou de plateforme. Je sais que l'éducation, c'est un thème qui te tient à cœur, que ce soit dans ton engagement professionnel, mais aussi dans ton engagement associatif. J'aimerais connaître ton regard sur l'apport de l'éducation pour favoriser un dialogue citoyen, un aller vers l'autre, un sens de la rencontre plus développé que ce qui est malheureusement souvent promu aujourd'hui, quoi. Oui, l'éducation, c'est fondamental. Encore une fois, l'être humain a peur de ce qu'il ne connaît pas. Il a peur de ce qu'il ne connaît pas, et notre cerveau est fait de telle sorte qu'il face à ce qu'il ne connaît pas, il se contente d'accueillir tout type d'informations, fût-elle des préjugés, fût-elle même des mensonges, des déformations. Donc on se fait une représentation de l'autre quand on ne le connaît pas, faite de tout ce que l'on peut, de tout ce que l'on peut accueillir en termes médiatiques, en termes de clichés. Et cela, c'est catastrophique. Parce que forcément, on a une représentation de l'autre qui ne sont que des préjugés et qui sont forcément fausses. Et donc, il y a tout un travail de déconstruction de ces représentations. Et ce travail de déconstruction de ces représentations passe par l'éducation, par la connaissance de l'autre, par la lecture, par la rencontre, pour apprendre finalement pour apprendre que ce que je pensais de l'autre, la réalité de la rencontre fait tomber toutes les représentations que l'on peut avoir de l'autre.
Avant de poursuivre avec notre invité, je souhaitais vous remercier d'écouter La Voix du Dedans. Si ce témoignage vous inspire ou vous donne simplement un peu d'espace pour respirer, je vous invite à soutenir le podcast. C'est tout simple. Abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines voix de paix que nous mettrons en lumière. Dites-nous ce qui vous a marqué dans les commentaires sous la vidéo. Partagez cet épisode à quelqu'un auquel vous pensez et qui aimerait écouter ce témoignage. Et si vous voulez découvrir d'autres témoignages de paix, des livres, des films et documentaires, explorez le site web lavoixdudedans.com. Je vous laisse poursuivre votre voyage dans La Voix du Dedans. En parallèle des rencontres, tu as parlé de lectures notamment. Oui. J'aimerais que tu nous en dises plus sur des lectures qui t'ont marqué, que tu pourras aujourd'hui conseiller. Donc ça peut être des lectures, mais aussi des films ou des documentaires, des articles par exemple, que tu pourrais conseiller à des personnes qui souhaitent peut-être en parallèle de la rencontre prendre aussi un temps un peu réflexif, un temps seul pour avancer sur ces thèmes-là. Alors, pour ce qui est de l'islam d'une manière générale, d'abord il y a l'œuvre de René Guénon. Je dois dire que c'était une œuvre importante et qui met en valeur l'ensemble des traditions. Donc, sans chercher d'ailleurs à faire l'une d'entre elles la tradition par excellence, il permet de connaître l'ensemble des traditions. Mais pour ce qui concerne l'islam, on a de la chance aussi, depuis les années 90 où les ouvrages étaient finalement assez peu nombreux, production finalement peu nombreuse, les choses ont beaucoup évolué. Et actuellement, on peut disposer de très nombreux ouvrages pour mieux connaître l'islam, que ce soit, nous avons à notre disposition pas loin d'une dizaine de traductions du texte coranique, nous avons à notre disposition pas loin d'une dizaine également de biographies du prophète. Je pense notamment à celle de Martin Links, mais également à celle de Nasreddin Dineh, qui était un Français converti à l'islam, et puis tant d'autres. Donc on a les moyens. Aujourd'hui, on ne peut pas dire, en 2025, que nous n'ayons pas les moyens de pouvoir mieux connaître cette tradition. Les ouvrages sont disponibles. Alors, bien souvent, il faut passer par une commande. Malheureusement, ils ne sont pas disponibles. Ça aussi, c'est un petit souci dans notre société. Une forme de censure commerciale. Ce n'est pas parce qu'un ouvrage existe, mais s'il n'est pas distribué dans nos librairies, eh bien, il est inexistant. Donc, il y a un petit travail de recherche à faire pour chercher les ouvrages, que ce soit effectivement de biographie, de meilleure connaissance de l'islam, également des grands spirituels. Alors ça, par contre, il y a énormément d'ouvrages sur le tasawwuf, sur le soufisme, mais ça passe par une petite recherche sur Internet. C'est d'ailleurs l'objectif aussi de notre association, de pouvoir, alors là je parle de l'association Rally et pas du CERDI, qui est une association qui a maintenant une quinzaine d'années, dont l'objet est à la fois de faire connaître les cultures d'islam, mais aussi de promouvoir le dialogue interconvictionnel. Et sur notre site qui est amené à évoluer, il y aura effectivement une rubrique biographie. Donc sur différentes thématiques pour permettre à ceux qui sont intéressés par cette tradition de pouvoir trouver les bons ouvrages, ceux qui sont les mieux à même de répondre à leurs interrogations. J'aurais pu débuter l'échange avec cette question. J'imagine que le concept de paix résonne en langue arabe, la langue liée au Coran. Est-ce que tu pourrais trouver une certaine traduction de ce mot, bien que toute tradition soit interprétation, et nous partager une signification de ce mot? Alors j'aurais dû commencer d'ailleurs par dire « Assalamu alaikum », qui est la salutation qu'utilisent les musulmans et qui signifie que la paix soit sur vous. Donc effectivement, le mot paix existe en arabe et le mot salam, qui a pour racine salama,
et qui a comme signification au pluriel d'être sain et sauf, d'être intact. Le mot salima, c'est être sain et sauf, être intact. Et également, il y a cette notion également de sécurité et cette notion effectivement de paix. Donc la paix, et c'est de là qu'est d'ailleurs est dérivé le mot islam. Le mot islam est dérivé de cette racine qui signifie celui qui se soumet à la volonté divine. Et celui qui se soumet à la volonté divine, par cet acte-là, obtient la paix intérieure. Donc le mot paix, le mot salam, effectivement, est fondamental dans la culture musulmane. Il est la finalité de ce à quoi tend l'être humain à obtenir finalement, puisque quand on est dans le monde de la multiplicité, on est dans les contradictions et dans les combats intérieurs, et à l'issue du cheminement spirituel, l'homme apprend à réunifier la réalité qui l'entoure et à trouver finalement la paix intérieure. C'est une question très vaste, mais pour moi elle est très, très importante. Aujourd'hui, comment sont entendus en France les mots de diversité, enfin justement de multiplicité, pardon, et d'unicité? Est-ce que ce sont des termes qui résonnent, et sinon, que pourrait-on en dire vis-à-vis des enjeux auxquels on fait face aujourd'hui en France? On a l'impression que les choses sont très polarisées, qu'il n'y a pas d'unité entre les individus. Les personnes sont étiquetées, on ne voit pas d'identité plurielle vis-à-vis d'un individu. Quel est ton regard sur cette problématique? Je crois que la société française a beaucoup évolué au cours du XXe siècle. Elle était une société essentiellement catholique, chrétienne et catholique, avec quelques minorités juives et protestantes. L'immigration de la fin du 19e jusqu'à la première moitié du XXe siècle était une immigration blanche, issue d'autres pays européens, de la Pologne, d'Italie, du Portugal, d'Espagne, de Belgique, d'Allemagne. Et donc cette immigration qui, avec le temps, s'est assimilée, se sont assimilés à la société française, a vu, après la Seconde Guerre mondiale, la venue d'une immigration, issue des anciennes colonies. Et donc cela n'a pas été effectivement sans difficulté pour la société qui accueillait cette diversité en métropole. Bien qu'elle existait, l'Algérie à cette époque était française, c'était un département français, avec une importante population musulmane. Mais en territoire métropolitain, l'après-Seconde Guerre mondiale, la nécessité de la reconstruction du pays et le besoin de main-d'œuvre que nous sommes allés chercher dans nos anciennes colonies, et essentiellement des colonies musulmanes, a engendré une nouvelle réalité, alors il y a eu, qui n'a pas été sans tension. Et ces tensions n'ont fait finalement que s'accentuer. Alors je dirais avec peut-être une petite parenthèse qui ont été les années 80 ou début des années 90, avec le mouvement Touche pas mon pote, avec la marche de l'égalité, qui appelait justement à considérer ces jeunes ou ces personnes comme des personnes, des Français à part entière, comme faisant partie intégrante de la population française. Malheureusement, depuis
on va dire une bonne quinzaine ou une vingtaine d'années, et puis là ça s'est malheureusement aussi accéléré depuis un certain nombre d'années. On va dire qu'une partie de la population, je pense, en ce qui me concerne, essentiellement liée, je dirais des gens du troisième âge, qui dans leur enfance ont connu une France majoritairement blanche et de tradition chrétienne, voient d'un regard finalement négatif et ne reconnaissent plus la France de leur enfance, puisque la France est devenue maintenant effectivement un pays divers en termes de couleur de peau, mais également en termes de confession religieuse. Donc oui, on peut dire qu'on vit dans une crise. On vit dans une crise identitaire, existentielle. Et alors, moi j'espère passagère. Je pense que... alors, en crise qui est encore une fois aussi instrumentalisée par un certain nombre d'hommes politiques. On l'a vu récemment même avec notre ministre de l'Intérieur, sur la question de l'islam, la question du foulard, la question de l'Algérie. Mais j'ai bon espoir pour l'avenir. Étant enseignant, je peux constater que la diversité maintenant est quasiment présente dans la très grande majorité des établissements scolaires, ce qui n'était pas le cas dans les années 50 ou les années 60. Donc pour nos jeunes, moi j'ai beaucoup d'espoir pour la jeunesse d'aujourd'hui saura, je pense, à l'avenir, si on y est bien entendu, dépasser ces clivages, apprendre à connaître l'autre et pouvoir finalement vivre de façon pacifique avec leurs voisins, quelle que soit sa couleur de peau ou quelle que soit sa confession. Tout à l'heure, au début de l'échange d'ailleurs, j'ai eu l'occasion de citer l'émir Abdelkader. J'aimerais que tu nous en dises un peu plus sur cette figure, comme je le disais, encore trop méconnue du grand public français en tout cas. Oui, alors c'est une figure importante de l'histoire de l'Algérie, puisque il a d'abord été pendant au moins une quinzaine d'années un résistant face à la colonisation de l'Algérie, lui-même éduqué dans une zaouïa, donc avec un père qui était dans une tradition spirituelle soufie, et également avec une solide connaissance de théologie musulmane. Donc son combat qui a duré 15 ans, et finalement lors de sa reddition en 1847, il avait émis comme condition à sa reddition le fait que lui et sa famille puissent rejoindre la Syrie, Damas, puisque on va dire que son maître spirituel a été Ibn Arabi, qui est enterré à Damas. Malheureusement, la France de l'époque n'a pas respecté cette condition, puisqu'il a été emprisonné tout d'abord à Toulon et puis finalement en résidence surveillée dans le château d'Amboise, non loin d'ici. Et il faut dire que le château d'Amboise, à cette époque, n'est pas le château tel qu'on le connaît aujourd'hui. C'était un lieu insalubre, où il faisait froid. D'ailleurs, un certain nombre de membres de sa communauté sont morts à Amboise, du fait des conditions de détention. Mais ça a été pour lui aussi l'occasion, cette résidence, d'entrer en contact également avec... parce qu'il était très très apprécié, avec des personnalités chrétiennes, franc-maçonnes, de la société française, qui lui a permis finalement de mieux connaître également la société française.
Et comme c'est un homme d'un très haut niveau intellectuel, il a su percevoir dans la tradition chrétienne et la tradition de la France des facteurs de paix, des facteurs d'échange qui sont des éléments qui permettraient normalement à ces deux civilisations de pouvoir dialoguer. Oui, effectivement, certains le considèrent comme un avant-gardiste, un pont entre l'Orient et l'Occident, avec l'exemple du canal de Suez, qu'ils voyaient comme un projet qui aurait pu justement réconcilier ces deux parties du globe. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que, puis c'est aussi ce qu'on entend dans les médias dominants, que l'Orient et l'Occident sont deux blocs irréconciliables, incompatibles, alors que l'émir, il y a déjà plus d'un siècle, allait dans le sens contraire, faire quelque chose de beaucoup plus apaisé et beaucoup plus bénéfique. Absolument. D'ailleurs, il a assisté à l'inauguration du canal de Suez. Il a été invité à cette inauguration-là. Quelques années auparavant, en 1860, il a été aussi, lui et ses hommes, puisqu'ils habitaient Damas, il y avait eu un conflit entre les Druzes et les chrétiens de Damas. Donc des Druzes s'en étaient pris à des chrétiens à Damas, et l'émir Abdelkader ainsi que ses hommes avaient protégé les chrétiens de Damas dans ses propres logements et dans son propre quartier des Algériens à Damas. Donc ce qui lui avait valu d'ailleurs différents insignes, légions d'honneur un peu partout dans le monde, et une reconnaissance du rôle de pacificateur et de protecteur des chrétiens en Syrie. Alors, ce qu'a fait l'émir Abdelkader au XIXe siècle n'est que la continuité du rapport qu'entretient la civilisation arabo-musulmane dès l'origine avec les autres traditions. Les musulmans ont, dès l'origine, la première chose qu'a faite le prophète de l'islam Mohammed quand il est entré à Médine, qu'il a fondé cette cité de Médine, c'est d'établir une constitution qu'on appelle la constitution de Médine, et qui offrait à tous ses habitants, quelle que soit sa religion, donc musulmans à l'époque et juifs pour une grande majorité, de bénéficier des mêmes droits et des mêmes devoirs. Donc la relation qu'entretiennent les musulmans en termes de civilisation avec les autres traditions, c'est consubstantiel à la naissance de l'islam, c'est-à-dire ce rapport de respect de l'autre, sachant que l'autre a reçu aussi un message lui venant de Dieu. Et quand on songe à la très grande majorité des cités ou des villes du monde musulman, ce sont toujours des villes multiconfessionnelles, des villes où il y a toujours eu des échanges interreligieux ou interconfessionnels. Au Maghreb, par exemple, les deux religions principales étaient l'islam et le judaïsme, et on trouve, il n'y a pas une ville du Maghreb qui n'avait pas son quartier juif. Il y avait même des villes au Maghreb qui étaient majoritairement juives. Je pense à Essaouira au Maroc ou à l'île de Djerba en Tunisie. Et si on va un peu plus à l'est, un peu plus en Orient, à partir de l'Égypte, outre les communautés juives et musulmanes, s'y ajoutent également des communautés chrétiennes importantes. Donc l'Égypte actuelle, avec ses 100 millions d'habitants, comprend à peu près 10% de sa population, 10 millions de coptes, de chrétiens. Et c'est le cas de tout le Moyen-Orient, de la Syrie, du Liban, de la Jordanie, de l'Irak, où il y a une très grande diversité religieuse, de très nombreuses églises chrétiennes. Et donc ce rapport à l'autre, fait de respect et quelque chose qui est naturel, qui était culturel et qui est devenu naturel chez les musulmans. Alors en Europe, ça n'a pas toujours été le cas. Ça n'a pas toujours été le cas, puisque on va dire qu'une grande partie de l'Europe était catholique, et l'émergence du protestantisme a généré un certain nombre de guerres et de conflits partout sur le territoire européen. Et là, avec la venue
de gens issus de cette tradition de l'islam, on va dire que c'est une nouveauté pour notre civilisation européenne, de se retrouver finalement dans des pays multiconfessionnels. Donc je crois qu'il faut un peu de temps pour digérer cette nouvelle donnée auquel finalement nous n'y étions, ou les pays catholiques, on va dire, n'étaient pas habitués. Nous avons récemment, avec le Serdi Rally, tenu à célébrer le 60e anniversaire de Nostra Aetate, qui a permis à l'Église catholique de changer de paradigme et d'avoir une autre relation avec l'altérité, avec les autres. Donc, et de prendre en compte que finalement, il y a peut-être possibilité de salut en dehors du christianisme dans les autres traditions. Donc je pense que l'Église a fait aussi sa part d'action. Il reste maintenant à la société française, je pense avec le temps, avec un phénomène d'acclimatation, de comprendre qu'il est important de pouvoir accepter et de faire de la diversité une richesse, justement comme tu l'as dit tout à l'heure, et non pas finalement un obstacle ou une source de tension, puisque finalement on partage tellement de choses, quelles que soient ses convictions, nos valeurs, on partage tellement de valeurs, on a tellement de valeurs communes, tellement de choses en commun, qu'il faut s'appuyer sur ces valeurs communes, même avec des athées ou des agnostiques, pour pouvoir pacifier notre société. Oui, je souris parce que pour moi, ça m'amène à la question que je voulais te poser, justement, connaître ton regard là-dessus. Il existe aujourd'hui, et ça a été le cas par le passé aussi, des tensions entre la notion d'appartenance à la nation et l'appartenance à la communauté, que l'on soit d'ailleurs chrétien, musulman, juif ou d'autres traditions. Et aujourd'hui, comment on peut trouver un rapport sain, un ancrage en tant que citoyen, en tant que citoyenne dans la nation, et aussi sur un paradigme sous un angle plus universel, je dirais, l'appartenance à la communauté, soit la communauté avec qui l'on partage des sources scripturaires, ou la communauté humaine de manière plus générale. Je pense que comme dans le monde arabo-musulman, le détenteur de la politique était musulman dans les pays conquis. Or, ce détenteur de la politique a, dans son fonctionnement, fait du respect des traditions diverses une nécessité pour la bonne gestion de ces territoires. Je pense qu'il est de la responsabilité de l'État, en France, d'œuvrer également à de faire en sorte de reconnaître, alors pas seulement de façon textuelle par la loi de 1905, mais de vraiment faire vivre ces valeurs que sont la liberté de conscience, la liberté religieuse, de le faire vivre au quotidien. Je pense que l'État a une responsabilité importante dans cela. Et d'ailleurs, ce que la plupart des musulmans réclament, des musulmans, je parle français, c'est d'être considérés comme des Français à part entière, et non pas des Français de seconde zone, voire des Français qui auraient une double allégeance, une espèce de cinquième colonne qui grainerait la société française. Non, il faut que nos concitoyens français qui ne sont pas musulmans acceptent qu'on peut être français tout en étant musulman et être attaché à ce pays, attaché aussi à sa culture, attaché à son histoire et à sa tradition. Merci beaucoup, on aurait pu conclure là-dessus. Je voulais simplement te demander, avant qu'on arrête notre échange, s'il y a un projet que tu mènes actuellement ou un projet à venir que tu souhaiterais
mettre en lumière? Alors, des projets, nous en avons beaucoup, que ce soit dans le cadre du CERDI. Donc j'invite les auditeurs, auditrices à aller consulter le site internet du CERDI, mais également de Rallye. Donc nous avons de très nombreux projets. Alors si je peux parler de celui un projet à moyen terme de Rallye, qui est celui de la mise en place d'un lieu dans notre ville qui soit justement un lieu de rencontre, qui puisse être à la fois un salon de thé, une salle d'exposition, des salles de conférences, inviter également une résidence d'artistes qui permettent de créer un lieu où les habitants d'Angers, nos concitoyens, quelle que soit finalement leur confession, conviction, puissent venir et échanger et se rencontrer en toute amitié. Très bien. Bien, merci beaucoup pour ce partage. Je retiens particulièrement, en quelques mots, la nécessité de nouer des relations interpersonnelles entre citoyens, et pour ça, qu'il y ait des espaces de dialogue, associatifs ou non, mais qui soient créés pour aborder ensemble, sans que nous soyons a fortiori des relais communautaires ou avec des postes liés à ces thématiques, mais simplement qu'en tant que citoyen, en tant que citoyenne, nous soyons en capacité d'aborder des enjeux citoyens, que ce soit l'altérité, la justice, le féminin, le masculin, des thèmes qui sont prépondérants aujourd'hui, et aussi que l'État soit garant de cette liberté de conscience, de la liberté de culte, et qu'il n'y ait pas de citoyen à part entière ou de minorité au sein de la République, et que tous les citoyens, finalement, ça paraît un petit peu bête de le dire, mais soient véritablement égaux en droit et en devoir, en tout cas. Très bien, merci beaucoup Jamel pour ton témoignage, ça a été très riche d'informations. Donc vous trouverez sous la vidéo les liens des sites des deux associations mentionnées, donc le CERDI et Rallye, qui sont présentes à Angers. Et vous pourrez tout à fait contacter les responsables sur les deux sites internet si vous souhaitez ou bien participer aux activités, ou si vous-même vous souhaitez porter des projets ailleurs en France en ce sens. Merci beaucoup en tout cas. Merci à toi. À bientôt, à la prochaine. Merci d'avoir écouté La Voix du Dedans. Si ça vous a parlé, likez, partagez, abonnez-vous et faites résonner la voix autour de vous.